Dans ce module, nous allons nous intéresser à des modèles qui relèvent plus directement de l'enseignement, en ce sens que leur point de départ se situe non pas dans la compréhension des mécanismes d'apprentissage, mais plutôt dans la recherche des stratégies les plus efficaces pour engager les élèves dans des activités enrichissantes, susceptibles de les faire progresser dans la maîtrise d'un champ de connaissances clairement identifié. À l'occasion des modules précédents, nous avons déjà touché à ce type de modèle, notamment à propos du néo-behaviorisme, lorsque nous avons évoqué l'enseignement programmé et l'apprentissage sans erreur. Toutefois, il s'agissait plutôt dans ce cas de réfléchir à la manière d'appliquer à l'enseignement les résultats issus des études sur l'apprentissage, en particulier les travaux de Skinner sur le conditionnement opérant. Les modèles qui seront présentés ici, même s'ils s'inspirent des recherches sur l'apprentissage, n'en découlent pas directement. Ainsi, le premier modèle qui sera traité, en l'occurrence la pédagogie de maîtrise, s'alimentera à diverses sources comme le behaviorisme ou le cognitivisme, mais ne s'appuiera pas directement sur ces modèles pour définir des approches pédagogiques qui seraient liées à ceux-ci. Parmi les nombreux modèles de l'enseignement qui ont été proposés, la pédagogie de maîtrise occupe une place particulière. D'une part, il s'agit probablement du modèle le plus abouti, et d'autre part, c'est très certainement le modèle qui a eu la plus grande influence sur l'enseignement dans la seconde partie du XXe siècle, du moins à partir des années 70. Le point de départ de la pédagogie de maîtrise s'ancre dans le constat que pendant longtemps, l'école s'est contentée de sélectionner les meilleurs pour préparer un groupe limité d'élèves bien formés. Cette manière de penser la formation des nouvelles générations, qui était acceptable dans une société industrielle basée sur une répartition stricte des fonctions et où les activités répétitives avaient une place importante, n'est plus adaptée dans la société cognitive qui se met en place. Il ne s'agit plus aujourd'hui pour l'école de sélectionner, mais plutôt d'amener le plus grand nombre d'élèves au plus haut niveau. Selon Benjamin Bloom, la solution réside dans une pédagogie qui met l'accent sur la maîtrise des connaissances en mobilisant toutes les ressources disponibles au service de la réussite du plus grand nombre. Plus précisément, Bloom a résumé les ambitions de la pédagogie de maîtrise à travers une phrase énoncée dans un ouvrage paru au milieu des années 70. Je cite : « La plupart des élèves sont capables de réaliser des apprentissages de niveau élevé si l'enseignement est adéquat et si les élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés, si on leur donne suffisamment de temps pour atteindre la maîtrise et s'il existe des critères clairs de ce qu'est la maîtrise. » Formulées de cette manière, les bases de la pédagogie de maîtrise peuvent apparaître comme ayant un côté trivial, mais en y regardant de plus près, il s'agit bien là d'un changement fondamental de paradigme dans la manière d'aborder l'enseignement. L'importance de ce changement se traduit notamment par le passage de la courbe de Gauss, qui a la forme d'une cloche, à la courbe en J. La courbe de Gauss, en rouge sur la figure, reflète la distribution naturelle des aptitudes dans une population donnée. Elle est beaucoup utilisée notamment par les psychologues pour représenter la distribution du quotient intellectuel. Dans un enseignement traditionnel, il est habituel de retrouver une distribution gaussienne à l'issue de l'apprentissage. Celle-ci conduit à mettre en évidence le fait qu'une proportion faible des élèves atteint le seuil de maîtrise, fixé ici à 80 sur 100. Dans la figure, 30% de la surface de la courbe en rouge se trouve à droite du seuil de maîtrise, ce qui signifie que seulement 30% des élèves atteignent ce seuil. La courbe qui décrit les résultats d'une pédagogie de maîtrise a une allure différente, distribution en J colorée en vert sur la figure, qui souligne le fait qu'une majorité d'élèves atteignent le critère de maîtrise. Ici 80%, c'est-à-dire que 80% de la surface de la courbe en vert se situe à droite de la ligne définissant le seuil de maîtrise. Le passage de la courbe de Gauss à une courbe en J traduit donc bien l'ambition de la pédagogie de maîtrise qui consiste à amener un maximum d'élèves au niveau et au-delà de ce seuil de maîtrise. Pour évoluer vers une distribution des résultats de l'apprentissage selon une courbe en J, Bloom accorde une grande importance au temps laissé à l'élève pour acquérir les connaissances. Dans un enseignement traditionnel, ce temps est le même pour tous, alors que la pédagogie de maîtrise préconise une adaptation du temps d'apprentissage en fonction de l'élève. En cela,
Bloom s'inspire des travaux de John Carroll qui définit l'aptitude pour un apprentissage comme la quantité de temps dont un étudiant a besoin pour apprendre une tâche déterminée à un niveau de maîtrise déterminé et sous des conditions pédagogiques optimales. Un autre point qui mérite d'être éclairci dans les propositions de la pédagogie de maîtrise concerne la définition de ce qu'est un enseignement adéquat. Pour clarifier cet aspect, Bloom et ses collaborateurs se sont lancés dans une série d'études afin de vérifier l'efficacité de certaines variables d'apprentissage, comme l'utilisation des renforcements, le recours au feedback correctif, la participation et le temps d'implication des élèves en classe, le contrôle des prérequis, le tutorat par les pairs. Par la suite, ces études ont été reprises par d'autres équipes et consolidées sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui des méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses d'un grand nombre de recherches portant sur une variable déterminée. Au vu de ces études, on peut aujourd'hui apprécier d'une manière assez objective l'effet sur les résultats d'apprentissage d'un grand nombre de variables susceptibles d'être impliquées dans l'organisation d'une action pédagogique. Comme l'indique le graphique présenté, chacune des variables est accompagnée d'une valeur indiquant l'ampleur de l'effet observé sur les résultats d'apprentissage. Plus la valeur est élevée, plus cette variable est susceptible d'influencer les résultats avec un maximum de 100%. L'examen des quelques variables présentées dans le graphique montre que celles-ci peuvent se rattacher à différents modèles d'apprentissage. Ainsi, les variables liées au feedback et au renforcement sont clairement rattachées aux modèles behavioriste et néo-behavioriste. Celles liées à l'apprentissage coopératif et au tutorat par les pairs au modèle socio-constructiviste, alors que l'importance des processus cognitifs et métacognitifs relève plutôt du modèle cognitiviste. La prise en compte de ces variables illustre bien la volonté du modèle de la pédagogie de maîtrise d'intégrer différents modèles d'apprentissage afin de les mettre au service de l'enseignement. À l'occasion de ces études sur les variables susceptibles d'influencer les résultats d'apprentissage, Bloom a été amené à mettre en évidence le poids des variables individuelles comme les stratégies cognitives et la maîtrise des prérequis, qu'elles soient d'ordre cognitif ou affectif. L'originalité de la démarche de Bloom a consisté à considérer que ce poids ne constituait pas une prédétermination, mais qu'il était au contraire possible, par des interventions inspirées de la pédagogie de maîtrise, d'en arriver à limiter très fortement leurs effets négatifs. En particulier, il démontre que l'influence de l'intelligence sur les apprentissages est faible lorsqu'on neutralise l'effet de la maîtrise des prérequis et qu'il est possible d'agir directement sur certaines variables d'apprentissage pour limiter très fortement leurs effets. En résumé, pour les tenants de la pédagogie de maîtrise, un enseignement efficace peut compenser les effets liés à la plupart des variables individuelles et permettre ainsi à la majorité des élèves d'atteindre la maîtrise. Une préconisation importante de la pédagogie de maîtrise concerne le diagnostic des difficultés de l'apprenant à travers un mode d'évaluation qu'on désigne habituellement par l'expression évaluation formative. Il s'agit d'une forme d'évaluation intégrée au processus d'apprentissage et dont le but est le diagnostic immédiat des difficultés pour pouvoir y apporter une réponse rapide sous la forme de remédiation ajustée aux besoins de chacun. La régulation permanente des apprentissages à travers la passation régulière de tests et l'apport judicieux d'activités de remédiation permet, selon Bloom, d'envisager un enseignement collectif dont l'efficacité ne serait pas loin d'égaler les effets du tutorat individuel. À ce niveau, Bloom insiste beaucoup pour que les remédiations fournies proposent des activités d'apprentissage différentes de celles qui ont conduit à l'échec et constituent de réelles occasions de différencier les apprentissages proposés aux élèves. Pour terminer cette revue des différentes dimensions qui caractérisent la pédagogie de maîtrise, il nous reste à aborder deux aspects, à savoir la définition des critères de maîtrise et le rôle joué par les prérequis. L'insistance de Bloom pour spécifier les critères de maîtrise s'appuie d'une part sur l'aphorisme énoncé par les behavioristes selon lequel si on ne sait pas où l'on va, on risque d'arriver nulle part, et d'autre part sur la nécessité, pour mettre en place une évaluation formative, de disposer de critères clairs par référence auxquels il sera possible de bâtir cette évaluation. Parmi les variables susceptibles d'influencer l'apprentissage, Bloom fait une place particulière aux prérequis, c'est-à-dire aux compétences dont l'apprenant doit disposer pour aborder un nouvel apprentissage avec toutes les chances de succès.
Le contrôle des prérequis implique la vérification de la maîtrise et de la disponibilité de certaines compétences dans le cadre de procédures d'évaluation formative et, le cas échéant, la remise à niveau de certains apprenants de manière à assurer l'homogénéité du groupe au moment où l'apprentissage débute. Bon nombre des principes qui ont été rappelés à propos de la pédagogie de maîtrise relèvent de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme du simple bon sens pédagogique. Le grand mérite de Bloom a été d'intégrer ces principes dans un modèle cohérent au service de la réussite du plus grand nombre, mais aussi de leur apporter les fondements scientifiques qui leur manquaient souvent à travers un programme de recherche sérieux et très rigoureusement réalisé. À telle enseigne que la pédagogie de maîtrise continue aujourd'hui d'inspirer de nombreux chercheurs et praticiens de l'éducation. Le meilleur témoignage apporté au crédit de la modernité de cette approche est certainement que la plateforme EDX sur laquelle ce MOOC est présenté revendique clairement son adhésion à la pédagogie de maîtrise.